Maintenant, on va accueillir Jean-Marc Durand, qui est dirigeant de Calia Santé, Calia Pro, et qui va nous parler un peu, des interventions non médicamenteuses via l'application. Puisqu'il y a pas de traitement, on essaye, aussi de trouver, des choses un peu alternatives et surtout des choses vérifiées scientifiquement, c'est ça qui est important. Jean-Marc, s'il vous plaît. Il y aura une session de questions juste après l'intervention de monsieur. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis très heureux de participer aujourd'hui, de partager avec vous, le sujet de la recherche sur les interventions non médicamenteuses. Alors de quoi s'agit-il? Interventions non médicamenteuses, ce sont aussi bien des approches physiques, nutritionnelles, psychologiques, stimulation électrique, magnétique et cetera. Alors je suis effectivement Jean-Marc Durand, je suis cofondateur de Calia Santé qui a été créée en 2019, qui est une start-up et dont la vocation, c'est de rendre accessible toute cette connaissance scientifique, donc on est vraiment sur la science, heu, je dirais et en complémentarité, pas forcément en alternative, des soins effectivement conventionnels. Donc c'est rendre accessible toute cette connaissance, et de l'évaluer et de donner justement, on va en parler tout à l'heure, le niveau de preuve, voilà, quelle est notre certitude que nous avons justement sur l'efficacité de toutes ces approches. Alors un rappel, peut-être assez rapide, pour, la science. Effectivement, si je suis chercheur, je veux publier, eh bien, j'ai un choix, assez large de journaux scientifiques sur lesquels je ne vais pas revenir. Heu et ensuite, je vais publier quoi? Je vais publier un article scientifique. Il en existe de multiples. On a évoqué juste avant des articles de différentes sortes, hein. Je peux publier effectivement, dire, mes travaux de recherche, qui ont pu porter sur l'animal. Je peux ensuite avoir des études de cas, des études de cohorte qui ont été évoquées aussi tout à l'heure, des grandes études donc sur des grandes populations qui permettent d'observer, des corrélations entre, des marqueurs et éventuellement des pathologies. Et puis ensuite, tout en haut, donc là, on est vraiment sur, une pyramide qui qui représente le niveau de certitude, donc le niveau de preuve. Tout en haut, nous avons effectivement des publications interventionnelles, donc là, nous sommes sur l'humain, heu, qui peuvent être des essais cliniques ou qui peuvent être aussi, parfois des revues de littérature, revues systématiques, méta-analyses. Donc moi, je vais plutôt m'arrêter sur le haut de la pyramide, ce que nous avons effectivement dans Calia Pro. Donc l'idée là, aujourd'hui, c'est avant de présenter Calia Pro, c'est vraiment de partager avec vous les sous-jacents, en fait, sur quoi repose Calia Pro. Un rapide rappel, là aussi, sur un essai clinique. Un essai clinique, par exemple, randomisé contrôlé, c'est quoi? On peut reprendre l'exemple juste avant. J'ai 2 groupes, par exemple, de personnes qui ont, on va dire qui présentent les mêmes symptômes, les mêmes caractéristiques en termes de population, hein, à qui je vais appliquer, par exemple, une intervention, quelle qu'elle soit et puis, l'autre groupe aura un placebo et ensuite je vais mesurer à une durée définie, effectivement, les résultats et je vais observer l'écart justement entre cet effet placebo et entre, l'intervention elle-même. Les revues systématiques, donc c'était là, le haut de la pyramide, c'est si vous vous souvenez bien tout à l'heure, eh bien là, il s'agit de répondre à une question, en synthétisant, l'état de l'art, de la littérature. Et donc on va, être le plus large possible lorsque nous sommes sur une revue systématique. Le but étant d'avoir une vision la plus précise possible parce qu'on sait que se reposer uniquement sur une étude, c'est parfois un peu faible, surtout, lorsque nous sommes, vous le verrez tout à l'heure, sur le non médicamenteux où les tailles, on va dire, le nombre de personnes embarquées dans ces essais cliniques sont parfois, un peu faibles. Voilà. Je reprends un exemple, voilà, je reprends des visuels justement sur des forest plots que vous avez vus tout à l'heure. Heu, un exemple concret, une méta-analyse par rapport à une revue systématique, là, on est vraiment plus sur des choses chiffrées, donc on va comparer des choses comparables. Donc si j'ai par exemple plusieurs, essais cliniques là, par exemple, sur l'effet de la carnitine, sur la fertilité, je vais, rassembler un certain nombre d'essais cliniques, dans une méta-analyse, si je suis chercheur et donc je vais chercher à mesurer effectivement, à quelque part à massifier tous ces résultats pour avoir une vision plus pertinente, plus prouvée quelque part, en tout cas d'avoir une vision plus, on va dire, plus juste, de l'effet de telle ou telle, intervention et donc cet effet, il va être, mesuré, par critères de jugement. Là, vous avez effectivement plusieurs critères, qui sont effectivement,
l'ovulation, la grossesse, ou les fausses couches, par exemple. Et donc on va mesurer et puis en fonction de différents critères, on va s'appuyer sur ces éléments, nous, pour calculer un niveau de preuve. Donc dans Calia Pro, l'idée, c'est de faire ressortir, toutes les interventions qui ont été étudiées, dans la science, notamment dans cette fameuse méta-analyse et de dire, par exemple, la carnitine est plus ou moins prouvée que telle autre intervention, pour, par exemple, l'ovulation. Alors toutes ces publications, peut-on les trouver, là aussi un rappel rapide, dans beaucoup de d'outils, disponibles, évidemment PubMed, Google Scholar ou autres. Et puis, nous, vous avez une copie d'écran là de Calia Pro, donc qui, encore une fois, est uniquement, sur, les approches cliniques, voilà, sur les essais cliniques ou méta-analyse pour l'évaluation. Alors, c'est un sujet qui peut être complexe parce qu'effectivement, la recherche sur les approches non médicamenteuses, vous voyez ce graphe qui ne porte pas sur le SOPK pour le coup, mais sur le cancer. En termes d'intervention non médicamenteuse, on a une croissance très très forte. Donc, quand on veut faire une revue de la littérature sur la non médicamenteuse, on peut parfois passer beaucoup de temps. On a un exemple effectivement justement en oncologie où l'idée c'était une revue systématique qui a cherché à identifier toutes les approches non médicamenteuses qui permettraient d'améliorer la qualité de vie des patients en termes de cancer. Donc, quand on veut faire une revue de la littérature sur la non médicamenteuse, on peut parfois passer beaucoup. Et donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de publications. Et donc, l'idée avec Calia Pro, c'était de faire ce tri. Donc, on a une technologie qui permet d'identifier sans mots-clés toutes les publications qui sont dites non médicamenteuses. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ensuite, on va les caractériser, donc identifier toutes ces interventions. Alors, on parlait tout à l'heure de recherche sur le SOPK. Malheureusement, la courbe sur le SOPK est pas aussi pentue. Pour vous donner un exemple concret, sur le non médicamenteux, dans Calia Pro, vous avez sur 2023, par exemple, environ 7 000 essais cliniques au total, en non médicamenteux, et sur les SOPK, vous en avez une dizaine. Donc la recherche, malheureusement, est encore, un peu faible, sur le sujet. Alors, j'aimerais aborder aussi avec vous le sujet du niveau de preuve. Le niveau de preuve, c'est quoi? C'est, la certitude qu'on a sur l'efficacité qu'on annonce. Effectivement, on a toujours, enfin souvent dans des essais cliniques, des affirmations que telle approche, serait efficace, pour tel ou tel, critère de jugement. Mais quelle est la réalité? Sommes-nous certains de cette affirmation? Et quelque part, on va graduer cette certitude et c'est ce qu'on appelle nous le niveau de preuve. Parce que nous, enfin, c'est la définition de niveau de preuve. Je vais prendre un exemple concret, qui n'est pas sur les SOPK, mais c'est la même mécanique évidemment. Si je prends un essai clinique, qui annonce par exemple que la gelée royale permettrait, d'améliorer, l'équilibre du diabète. Ça, c'est un essai clinique, concret. Heu, Si je voulais être plus précis, je dirais par exemple que, c'est une étude de bonne qualité qui a embarqué un certain nombre de personnes et qui va dans le sens du consensus, jusqu'à présent, des ensembles d'essais cliniques qui ont eu lieu. Donc je suis assez certain et serein sur mon affirmation. Si à l'inverse, j'ai déjà, c'est parfois le cas en non médicamenteux, un certain nombre d'essais cliniques, mais de petite taille, avec, une faible qualité méthodologique, le niveau de certitude va être beaucoup plus faible. Heu, Si à l'inverse, ça s'inscrit dans un certain nombre de publications qui elles-mêmes étaient hétérogènes, heu et avec des résultats contraires, même si ma publication, va, je dirais, dans le sens d'une efficacité, il est difficile de conclure sur l'efficacité. Alors maintenant, si je prends un exemple concret, pourquoi c'est important? En 2014, voilà, un premier essai clinique sur l'effet de la gelée royale, donc un essai randomisé, contrôlé, très bien. Et donc l'auteur qui conclut: «Sur la base de nos résultats, il semble que la supplémentation en gelée royale puisse être bénéfique pour contrôler les résultats du diabète. D'autres études, avec une taille d'échantillon plus grande sont justifiées». Je sais que la conclusion est assez claire, mais le sujet, c'est que parfois, un certain nombre de médias vont, on va dire, très résumer, ces conclusions. Et donc là, vous avez quelques exemples américains et qui concluent, enfin, qui font un extrait, de part des conclusions en disant: «Voilà, l'étude révèle que la gelée royale est un traitement naturel pour le diabète de type 2». Un autre exemple, toujours sur la même publication, hein, quelques jours après la publication de cette étude,
il existe des preuves que la gelée royale peut avoir des avantages pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Sauf que si on prend un peu de recul, qu'on attend un peu, ça tombe bien, on va voir une méta-analyse justement qui va apparaître. Et si vous vous souvenez tout à l'heure du graphique, merci, on va avoir un certain nombre de publications qui vont être analysées ensemble et on va faire une synthèse. Et là, on remarque qu'effectivement, si je reprends effectivement les fameux graphiques, les forest plots, qu'effectivement, j'avais une efficacité constatée sur cet essai clinique que j'évoquais tout à l'heure. Mais si je regarde d'autres essais cliniques sur le même sujet, l'efficacité n'est pas du tout évidente. Voilà. Et donc, en conclusion, si on devait faire le calcul, nous, dans Calia Pro, eh bien, le niveau de preuve serait à zéro. Niveau de preuve zéro. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, si on regarde le petit losange en bas, bon, on est parfois en faveur du placebo, parfois en faveur de l'intervention. Donc, on ne peut pas conclure. Donc, c'est important d'avoir une vision globale. Et donc, c'est cette vision globale qu'on apporte dans Calia Pro. On utilise uniquement les méta-analyses pour calculer les niveaux de preuve, en fait. Alors évidemment, moi ça je passe très vite. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce niveau de preuve et de préconiser effectivement des traitements qui sont en non médicamenteux, encore une fois complémentaires, à la fois prouvés et efficaces. Et en tenant compte évidemment du risque, parce que si je prends la gelée royale, on a aussi des effets secondaires possibles. Donc si je suis à la fois peu prouvé et avec des risques, bon, c'est peut-être, je dirais, à éviter. Alors là, je vais passer très vite parce que je pense que vous avez tous vu plusieurs fois ce visuel. Je crois que nous avons les mêmes sources. Heu, pourquoi je l'évoque? Puisque dans Calia Pro, nous avons 2 approches. Vous verrez tout à l'heure une copie d'écran. Une approche à la fois sur ces fameuses interventions non médicamenteuses, donc plusieurs milliers d'interventions différentes, hein, qui peuvent être effectivement, heu de la phytothérapie, de la thérapie manuelle, des thérapies corps-esprit, yoga, tai chi, des stimulations électriques, magnétiques, enfin beaucoup de pratiques différentes. Ça, c'est ce qu'on évalue sur la base des méta-analyses et en même temps, à côté, on va, faire une synthèse en temps réel de toutes les recommandations qui portent sur les règles hygiéno-diététiques. Donc évidemment, en l'occurrence sur le SOPK, sur, l'activité physique et la nutrition. Alors, pour, illustrer, rapidement à quoi ressemble, Calia Pro. Alors sur le cas du SOPK, alors donc on intègre environ 180 sujets de santé aujourd'hui, dont évidemment le SOPK, mais je ne devrais pas dire le SOPK parce que comme vous le savez certainement mieux que moi, le SOPK est divers et avec des symptômes très différents. Et donc on a fait le choix concernant le SOPK, de le découper, SOPK et hyperandrogénie, SOPK et résistance à l'insuline, SOPK et fertilité et je ne vais pas poursuivre la liste. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on a fait cette approche, voilà, sur le non médicamenteux. Là, l'exemple, c'est sur la fertilité. Donc on se base sur les méta-analyses, ce que vous voyez sur la droite et on fait un tri ensuite par niveau de preuve. Alors là, évidemment, je n'ai pas l'interactivité, mais si vous rentrez, à l'intérieur, par exemple concernant la carnitine, bah, vous aurez, on va le faire juste après, le détail par critère de jugement, sur quoi on s'appuie, heu, les effets secondaires possibles et cetera. Et sur la gauche, vous avez ces fameuses règles hygiéno-diététiques dont on parlait tout à l'heure, qu'on met à jour. Alors tout est en français et en anglais, voilà, vous pouvez basculer, dans une langue ou dans l'autre et à chaque fois tout est tracé. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une petite flèche là sur la droite sur, les premiers exemples. Là, si vous cliquez, vous accédez à la fameuse, recommandation qu'on a tous vue, plusieurs fois aujourd'hui et si je poursuis, voilà, dans le détail, donc imaginons que je clique, sur effectivement la carnitine, qui est celle qui présente le meilleur niveau de preuve à ce jour en termes de méta-analyse. Sachant que voilà, au fur et à mesure de la parution des méta-analyses, ben, on complète. Par exemple, il y a quelques jours est sorti, mais on n'a pas encore intégré le score, parce qu'on a un petit travail à faire pour faire ce calcul, est sorti voilà, une méta-analyse sur l'efficacité de la berbérine, en l'occurrence, sur, vous l'avez peut-être vu effectivement, sur la fertilité, le taux d'ovulation, etc. Et donc, effectivement, il y avait déjà un certain nombre d'essais cliniques sur le sujet, mais pas de méta-analyse, semble-t-il, à ce jour. Donc, elle n'était pas évaluée et donc elle va maintenant, prochainement, vous la verrez apparaître. Je ne peux pas prédire à l'avance le niveau de preuve, parce que le niveau de preuve, de manière générale, là, j'ai pris un exemple qui est plutôt fort, mais ce n'est pas le cas général. Malheureusement, sur les SOPK, on a souvent un niveau de preuve assez faible. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va, sur la base d'un méta-analyse, calculer ce niveau de preuve par critère de jugement. En l'occurrence, là, c'était sur le taux de grossesse et le taux d'ovulation.
on va extraire de l'essai clinique, compris dans la méta-analyse, qui est de la meilleure qualité méthodologique, un protocole qu'on reprend ici, qui est vraiment un protocole, on va dire, d'essai clinique, donc qui n'est pas forcément à appliquer dans la vraie vie en fonction des dosages, hein, suivant les cas. Et on redonne les mécanismes d'action, etc. Donc, je crois que je vais arriver bientôt à la fin de mon temps. Pour vous présenter aussi sur Calia Pro, quand vous lancez Calia Pro, bah, vous avez, on va dire, un flux d'actualité qui reprend les dernières publications. Donc là, vous avez quelques exemples sur les dernières publications qu'on a pu voir, encore une fois, en publication interventionnelle, voilà, donc essai clinique ou méta-analyse. Donc, qui vous permet d'avoir une revue de la littérature, quelque part, qui permet de gagner du temps. C'est ça l'idée, en fait, hein, c'est de gagner du temps et de rappeler, effectivement, dès lors qu'il y a une méta-analyse ou un essai clinique, bah, voilà, ou une revue thématique, les dernières avancées. Donc, l'idée voilà, de Calia Pro, c'est de faciliter, on va dire, la veille scientifique, d'avoir sur le non médicamenteux, voilà, et qu'on considère comme étant évidemment complémentaire, hein. Il ne se substitue évidemment pas, je dirais, à toutes les approches qu'on a pu voir jusqu'alors, mais c'est vraiment un complément. Et l'exemple que j'avais justement sur la berbérine, je suis allé un peu vite tout à l'heure, mais c'était, en plus, les méta-analyses étaient intéressantes, c'était traitement conventionnel plus berbérine ou traitement conventionnel seul. Voilà, donc on était bien en complémentarité. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait un bénéfice pour le coup. Donc l'idée, voilà, c'est de faciliter cette veille scientifique, d'avoir un regard rapide sur le niveau de preuve, d'avoir aussi, vu le temps, je ne l'ai pas fait, mais d'avoir aussi les interactions, parce que je peux très bien indiquer, voilà, je suis professeur de santé, que mon patient est sous, par exemple, traitement anticoagulant, et on sait que certains actifs peuvent ne pas être compatibles, et auquel cas, bah, je vais filtrer les résultats. Voilà. Donc, de manière très générale, c'est l'approche que l'on propose. Donc, 180 sujets de santé aujourd'hui, environ 1000 interventions différentes. Et voilà, sur le SOPK, une dizaine de publications chaque année, voilà, globalement en essai clinique. Voilà, en quelques mots, pour ne pas rentrer plus dans le détail. Et le mieux, je pense, c'est de vous faire votre propre avis. Voilà. Et donc, vous avez ici un lien que vous pouvez utiliser qui vous permet justement d'avoir Calia Pro, qui est accessible, on me pose parfois la question, tant pour, alors, tout d'abord, en premier lieu, pour les praticiens, c'est eux qui sont nos premiers utilisateurs, mais aussi on a un certain nombre de patients qui l'utilisent, sachant qu'on travaille sur une version purement grand public demain, voilà, elle est en cours de maquettage pour simplifier, parce qu'effectivement, il y a certains termes qui sont plutôt médicaux, je dirais, donc pas toujours accessibles, même en termes de niveau de preuve. Voilà, on fournit beaucoup de publications, mais voilà, il faut pouvoir les interpréter derrière. Donc aujourd'hui, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à le tester et à vous faire votre propre avis. Merci à vous. Alors merci Jean-Marc, Hélène, si vous voulez revenir. On a un petit peu de temps pour quelques questions, si vous avez, donc n'hésitez pas. Je vais passer parmi vous sur autant la recherche et l'étude de SOP Kagani que sur l'application Calia Pro. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et puis il y a peut-être des questions sur le chat aussi. Il n'y en a pas. Bah, c'est parfait, on va gagner du temps. Est-ce que vous êtes timide ou alors tout était très clair et vous avez tout compris? Apparemment, c'était clair. Ah, une petite question? Bonjour, c'est une question très pratique. Sur l'étude SOP Kagani, vous disiez qu'il y avait certaines femmes qui ne pouvaient pas faire l'étude parce que en protocole. Si jamais il y a un protocole, est-ce qu'il y a nécessité d'attendre la fin d'un protocole avant de commencer l'étude, ou s'il y a une grossesse, est-ce qu'il y a nécessité d'attendre un certain temps après la grossesse pour pouvoir refaire l'étude? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est pour les femmes qui sont en cours de protocole d'aide médicale à la procréation, c'est ça. Donc, c'est la même chose que pour les autres traitements, c'est au moins 2 mois sans traitement hormonal. Donc, que ce soit la pilule, que ce soit les protocoles de Clomid, de FIV. Donc, c'est au moins 2 mois après la fin du traitement hormonal. Voilà, après, entre 2 traitements, ça m'est déjà arrivé, une patiente, voilà, qui a repoussé, à une prochaine, étape, de FIV parce que là, il y avait une autre cause d'infertilité. Hem, c'est possible si jamais il y a un délai qui est assez espacé entre les 2, de le faire. Après, par contre, peut-être pas au tout début du cycle, en cours
parce que c'est quand même un antagoniste de la GnRH. Ça peut donc pas au début du cycle, en cours de fécondation in vitro, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un temps assez long, mais c'était déjà arrivé et on avait considéré que c'était possible s'il y avait plus de 2 mois sans traitement hormonal et que c'était pas sur le cycle en cours pour la stimulation, quoi. Et pour les grossesses, pour l'instant, ça m'est pas arrivé, en postpartum, mais je dirais quand même un certain temps parce qu'il y a l'allaitement, il y a tout plein d'hormones qui peuvent, jouer, la prolactine sur, la LH donc si ça se pose la question, il faudrait que je vois avec le professeur Jonard pour dire combien de temps après la grossesse et l'allaitement, on peut participer à l'étude exactement. Mais, au moins faut avoir fini, l'allaitement, ça c'est sûr. Et une autre question, du coup, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Rapidement, juste le délai, est-ce que vous avez un temps où vous devez finir l'étude? Oui, tout à fait. L'étude, dans l'idéal, il faut avoir fini avant janvier 2025 pour publier, au plus tôt au mieux. Donc, mais, probablement que ça va aller au moins jusqu'au décembre 2024 si vous souhaitez participer. Hem, Merci pour, vos 2 interventions. Je ne sais pas si je vais réussir à formuler ma question, mais par rapport à l'étude, est-ce qu'il y a une différence, d'impact entre un traitement où il y a des hormones de synthèse, admettons, et un traitement où, comme vous le dites, c'est surtout des des blocs de récepteurs, on va dire? Enfin, quel est l'impact, enfin les effets secondaires, dans la différence de traitement? Je ne sais pas si vous avez Hem, saisi un Bah, peu? par exemple, pour ce qui est de la pilule ou de l'androcure, qui sont un apport d'hormones supplémentaires, ça va jouer un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire que ça va apporter, par exemple, de l'œstrogène ou de la progestérone, qui va permettre de diminuer la sécrétion de LH via ce rétrocontrôle négatif qui est certes altéré, mais qui est quand même présent. En diminuant ce rétrocontrôle négatif, simplement, ça a quand même un effet important et du coup, ça empêche l'ovulation. C'est contraceptif en inhibant la LH. Alors que là, l'objectif, ce serait de moduler, pas d'inhiber, mais de moduler. Donc c'est ça un petit peu la différence. Après, ça reste un traitement hormonal, mais différent dans le mécanisme d'action et qu'on espère un peu plus étiologique. Après, dans les autres traitements qui sont à l'étude, notamment dans le laboratoire, ce serait par exemple, jouer directement sur l'AMH. On a vu que l'AMH a un rôle dans le cerveau et sur, la production, l'overproduction de GnRH. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Comment jouer sur, la liaison de l'AMH à son récepteur, ou essayer carrément de diminuer la production de l'AMH. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les études sur, cette dysfonction neuroendocrine. Après, il y a d'autres choses, sur d'autres versants, mais Mais je veux dire, l'impact sur la santé, est-ce qu'il est moindre en prenant un traitement avec enfin, l'histoire des récepteurs? mmh. C'est moins, le risque est moins important Bah, plutôt qu'un. conceptuellement, on peut pas répondre encore à cette question parce que c'est le tout début là pour, dans le SOPK des agonistes, de l'antagoniste de la GnRH. Il y en avait d'autres qui avaient été essayés dans d'autres études cliniques, par exemple de l'elagolix qui est un traitement oral qui est utilisé dans l'endométriose, mais les doses étaient trop élevées pour permettre, de, rétablir un cycle normal, ça empêchait d'ovuler. Et conceptuellement, on peut se dire que c'est un peu plus physiologique puisque ça rapporte pas quelque chose en plus, ça évite, l'excès de signalisation. Mais on n'a pas assez de recul pour dire, est-ce qu'il y aurait moins d'effets secondaires qu'une pilule, par exemple? Oui, moi j'ai une question pour Monsieur Durand. Quels sont les types d'interventions non médicamenteuses que vous checkez comme ça? Alors effectivement, la liste est longue puisqu'il y a, je crois environ un peu plus de 2000 interventions dans Caliapro aujourd'hui. Donc il y a plusieurs grandes familles. Effectivement, il y a la famille des interventions physiques, donc toutes les approches, on va dire, d'activité physique, de thérapie corps-esprit aussi, yoga, tai chi, et cetera. Hem, des approches, on va dire, plutôt psychologiques, aussi de la méditation, par exemple. Je reste vraiment très haut niveau. Hem, toutes les approches, on va dire, nutritionnelles, donc les régimes alimentaires, mais aussi la micronutrition. Donc effectivement, on a parlé de phytothérapie, on peut aussi voir de l'aromathérapie. Après tout ce qui est, thérapie par les ondes, donc là, ça peut être effectivement, alors c'est assez peu le cas sur le SOPK, mais des choses comme des stimulations transcrâniennes, des ondes de choc, de la chaleur, de la lumière, donc c'est très, très varié. Globalement, c'est tout ce qui est non pharmacologique et non invasif. Donc on n'intègre pas dans Caliapro, par exemple, d'injection, même si c'est des vitamines
ou pour certains du gui ou ce genre de choses dans certains pays. Ça, c'est hors périmètre. Dans Calia Pro, on est vraiment sur voilà, pas de choses invasives, mais c'est vraiment très, très large. Donc, par exemple, toute plante qui aurait été étudiée en essai clinique devrait être présente dans Calia Pro. Toute activité physique, tout protocole, même en méditation, on peut être sur pour prendre des exemples, si on rentre un peu plus dans le détail, du MBSR, du MBCT. Enfin, vous voyez, beaucoup de. C'est vraiment la gamme est très très large. Et vous avez une fiche aussi descriptive pour chaque intervention. Parce qu'effectivement, là, si je rentre dans les acronymes, on peut, en lisant l'énoncé, pas forcément le connaître, hein. Et à chaque fois, on représente effectivement ce qu'est l'intervention, mais aussi ses effets secondaires, ses risques d'interaction, est-ce compatible avec la femme enceinte, la femme allaitante, etc. Donc on reprend tous ces éléments, mais la liste, c'est quelques milliers d'interventions. Une autre question par ici, juste là, encore. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'on ait aussi peu d'études sur la SOPK? Ah, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre. Je serais très mal placé pour répondre pourquoi il n'y a pas plus de recherche sur le médicamenteux, si ce n'est pas la même réponse d'ailleurs, mais malheureusement, nous, on n'est pas à l'initiative de la recherche, on fait la veille, et ce que je constate, effectivement, en préparant, j'ai regardé en me disant bon, combien d'essais cliniques par rapport aux autres sujets. Effectivement, si je prends l'hypertension en non médicamenteux, là, j'ai des centaines de publications l'an dernier. Après, il y a d'autres sujets, mais on a évoqué tout à l'heure l'endométriose, c'est un peu la même réponse, hein, très peu de publications aussi. C'est une question, d'autres personnes pourraient peut-être répondre. Mais... Alors, je ne suis pas experte, mais quelques pistes, c'est que c'est complexe la physiopathologie du SOPK. Aussi, une autre piste, c'est qu'il n'y a pas de modèles animaux vraiment excellents pour dire, voilà, modèles animaux du SOPK pour pouvoir tester des perspectives thérapeutiques. Le modèle animal qu'on utilise au laboratoire, c'est d'injecter de l'AMH à des souris gestantes pour reproduire, et ça suffit pour reproduire le phénotype du SOPK, mais ce n'est pas non plus parfait, ça n'a pas toutes les symptômes du SOPK. Il y a d'autres modèles animaux avec l'administration d'androgènes, mais ce n'est pas des modèles animaux qui sont absolument parfaits pour la physiopathologie du SOPK. Ça peut être aussi une piste pour dire, voilà, c'est difficile. Moi, j'avais une ou deux questions. Tout à l'heure, vous avez mentionné si je ne me trompe pas, Androcur était un tétratogène, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la spironolactone est tératogène, ça veut dire que ça induit des malformations chez le fœtus, chez la femme enceinte. Comme c'est un anti-androgène, ça a un effet secondaire lié au mécanisme d'action directement. Ça vient bloquer les récepteurs à la testostérone. Or, un petit garçon en développement dans le ventre de sa mère a besoin de ces récepteurs à la testostérone pour former son futur appareil, ses organes reproducteurs. Pour le développement des organes reproducteurs, on a besoin d'une imprégnation en testostérone. Et si la mère prend des anti-androgènes, le futur petit garçon ne peut pas développer correctement ces organes reproducteurs qui sont sous l'influence de la testostérone parce que la testostérone ne peut pas agir. D'accord. Et ma seconde question, c'était est-ce que dans le cadre de la prise de la pilule pour traiter les symptômes du SOPK, a-t-elle certains risques sur le long terme? Les risques, en tant que professionnel de santé, c'est déjà les risques thromboemboliques, le risque de faire des thromboses veineuses, des caillots de sang. Alors, c'est pas le plus fréquent, mais c'est ce qui fait peur en prescrivant. Il y a pas mal d'études sur les effets secondaires de la pilule. Après, je ne suis pas la plus experte pour détailler tous les effets secondaires, mais oui, comme tout traitement, il y a des effets secondaires et la pilule en a. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Une question plus large sur la recherche, savoir si actuellement il y a des études sur les recherches d'étiologie justement, parce qu'on voit qu'elles seraient multifactorielles, mais il n'y en a pas une identifiée. Et j'ai une deuxième question en lien, est-ce qu'il y a des recherches sur les facteurs génétiques et le risque de transmission à nos filles?
Alors sur la partie étiologie, alors, probablement qu'il y a des recherches partout et que je suis pas au courant de tout. Dans le laboratoire où je travaille, en tout cas, on est pas mal axé sur tout ce que dysfonction neuroendocrine et comment ça intervient dans la physiopathologie du SOPK. En tout cas, on voit qu'on n'est pas simplement dans une maladie ovarienne pure et que c'est un problème qui est vraiment plus complexe que ça, qui a une communication avec le cerveau, le microbiote, le métabolisme. Après, pour vous lister toutes les études en cours sur l'étiologie du SOPK, ça, je ne pourrais pas répondre de façon exhaustive. Mais en tout cas, on fait des progrès, puisque là, c'est assez récent, toutes ces études sur le fait que l'AMH a des récepteurs dans le cerveau et puisse provoquer une augmentation de la GnRH, par exemple. Ça, c'est quand même assez récent. Le fait de surstimuler la production de GnRH seul avec un modèle animal est suffisant pour reproduire un phénotype de SOPK chez les souris, par exemple. Donc, il y a quand même des avancées sur l'étiologie, en tout cas sur certains aspects de l'étiologie, mais on ne peut pas dire pour l'instant, ok, c'est sûr, c'est ça la cause du SOPK. Et la deuxième partie de la question, c'est sur la transmission aux filles. Le laboratoire où je travaille, ils ont fait aussi des études sur les phénomènes épigénétiques qui sont responsables de la transmission. Il n'y a pas un gène du SOPK, ça c'est sûr, pour dire voilà, on a une chance de transmission liée au fait qu'on transmette tel ou tel gène. C'est plutôt multifactoriel. En tout cas, l'AMH pourrait jouer un rôle. L'exposition à l'AMH dans le ventre de la mère a une concentration importante d'AMH. Parce qu'on voit que, par exemple, pour les souris, ça suffit pour déclencher des symptômes de SOPK. Ça fonctionne en inhibant certaines enzymes au niveau du placenta. Ça provoque déjà une hyperandrogénie chez le fœtus. Et on sait par exemple que les enfants nés de femmes SOPK, à la période qui est la mini-puberté, donc les enfants assez jeunes dans le développement, présentent une élévation de certaines hormones qui s'éteignent ensuite pendant toute l'adolescence pour remonter à la puberté. Et il y a déjà des perturbations à ce moment-là de la vie, donc très tôt, et qui sont probablement en lien avec cette exposition importante à l'AMH et aux androgènes pendant la croissance in utero. On va prendre une dernière question. Une fois, j'ai une médecin qui m'a dit souvent, après qu'on ait eu un enfant, il y a un reset qui se fait dans le corps par rapport aux hormones. Est-ce que vous pourriez m'en dire peut-être un peu plus là-dessus ou... Mais enfin, sans forcément dire que ça, hop, coup de baguette magique et ça résout tout, mais Le SOPK peut s'améliorer un peu au cours du temps pour ce qui est des symptômes d'infertilité, par exemple. Donc, c'est possible, des fois on observe en AMP qu'une première grossesse peut être un petit peu longue à obtenir et que la deuxième grossesse survient plus rapidement. Donc, il y a probablement des choses qui se jouent. Après, l'effet de la grossesse ça a forcément des effets sur l'équilibre hormonal au cours de la grossesse. Ensuite, là, je pourrais pas comme ça répondre sur un éventuel reset hormonal. En tout cas, les patientes qui ont une dysfonction neuroendocrine avant la grossesse, qui ont une grossesse, le SOPK part pas, il y a toujours une dysfonction neuroendocrine. Probablement que peut-être elle s'améliore un petit peu au cours du temps. Mais... Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Hélène et Jean-Marc.